Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, c'est avec Ophélie que l'on se retrouve. Merci Ophélie d'avoir accepté cette invitation. Comment vas-tu? Salut Thomas, ça va et toi? Ça va, merci. Écoutez, tu Merci à auras toi de m'avoir invité. avec plaisir. Donc juste pour définir un petit peu le contexte, donc ces podcasts, ils sont dans un projet un petit peu plus global, dans une démarche où j'essaye d'apporter beaucoup de valeur aux apprenants et aussi aux formateurs, qui soient bientôt formateurs ou déjà formateurs, et qui soient déjà apprenants ou bientôt apprenants. Et donc le but ici, c'est d'être totalement transparent et de donner un vrai feedback aux personnes qui pourraient nous écouter, à la fois sur l'expérience que tu as de la formation, mais aussi de l'expérience en tant que développeuse maintenant, puisque tu es en poste depuis quelques mois. Et donc voilà, ça risque d'être super intéressant. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous faire un petit background, un petit résumé de ton parcours, de tes appétences, pourquoi le développement et toutes ces choses-là? Oui, bien sûr. Moi, à la base, j'ai fait de la philosophie, donc pendant 2 ans à la fac. Et durant ma deuxième année, j'en ai eu un peu marre en fait, parce que pour moi, ça allait pas assez vite. Je voulais pas passer 3 ans de ma vie en fac à faire ma licence. Je voulais vraiment rentrer dans le monde du travail. Et quand j'ai décidé d'arrêter la fac, à ce moment-là, je côtoyais beaucoup de développeurs. Et pour moi, ces gens parlaient chinois pour moi. Et donc je me suis dit, bon, bah, j'ai du temps libre, j'ai arrêté la fac. Il faut aussi savoir que quand j'étais adolescente, je codais un peu, mais pas suffisamment pour comprendre ce qui se disait dans les discussions. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais m'auto-former. Donc j'ai découvert Open Classroom et j'ai commencé à travailler seule. Et on m'a conseillé de jeter un œil à la formation Human Booster. Donc je les ai suivis et quand ils ont annoncé la formation de développement web que j'ai faite, j'ai postulé pour passer les entretiens, les tests, et c'est là que ça a matché en fait. Ils m'ont accepté pour la formation. Donc voilà comment je me suis retrouvée dans le monde du développement. Ok, c'est cool. Euh, du coup, je vais revenir un peu sur le langage que les autres parlaient chinois un petit peu autour de toi. Est-ce que tu peux développer donc comment toi qui étais en côté philo, t'avais dans ton entourage des gens qui étaient développeurs? Est-ce que c'était des amis? Est-ce que ça s'est fait au fil du temps? Parce que c'est quand même un monde qui est carrément opposé à la philosophie au monde de la Ouais, littérature, quoi. c'est carrément opposé. Moi, j'avais toujours le nez dans mes livres et quand j'ai quitté la fac, en fait, enfin, c'est au même moment, en fait. J'ai commencé à quitter la fac et j'ai rencontré mon copain qui est développeur web. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à son univers, en fait, de travail, donc le développement. Et son entourage, du coup, ses potes, ses amis étaient développeurs, enfin, sont toujours développeurs. Donc, je me suis mis à les côtoyer. Et c'est vrai que quand on les invitait chez nous ou quand on allait les voir dans les bars quand c'était encore ouvert, ça parlait beaucoup de développement web. Donc, c'est c'est surtout là que je les ai entendus parler chinois. Mais, Ok. et ça m'embêtait un peu parce que ben, pendant 2 heures, 3 heures à les écouter, je comprenais pas tout. Ok, donc c'est Du coup, cool. j'en ai pro. Donc ça, ça t'a forgé une sorte de curiosité autour de l'informatique et autour du digital, où tu t'es dit, certaines auraient pu se dire, bon bah non, franchement, changer de conversation. Et toi, en fait, tu t'es dit, ok, j'ai envie de comprendre de quoi ils parlent et je vais me former là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait. Donc, j'ai commencé à me former toute seule sur Open Classroom. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre de quoi ils parlaient. Même si je t'avoue que même encore aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles je pose des questions parce que ben, ils ont un niveau nettement plus haut que le mien. Donc, je suis sans cesse en train de demander des trucs genre ah, faut parler de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça va mieux maintenant, je les comprends. Ouais, c'est un peu moins chinois. Ouais, voilà. Et après, ben, du coup, formation avec Human Booster pendant 8 mois. Ok. Du coup, quand même, parce que c'est assez intéressant, est-ce qu'il y avait quelque chose de plus profond quand même, une appétence autour du digital qui faisait que, ou c'est vraiment juste cette curiosité et tu t'es lancé là-dedans parce que tu voulais comprendre le monde qui t'entourait, ou est-ce qu'il y avait quelque chose de quand même plus profond? Non, il y avait quelque chose de plus profond, comme tu le dis. Bah déjà, je suis jeune en fait. Là, aujourd'hui, j'ai 21 ans. Donc moi, je suis née avec un téléphone dans les mains quasiment. Hmm. J'ai mon ordi d'une main et j'ai le téléphone de l'autre. Donc je suis toujours connectée. Et bah, comme je l'ai dit aussi, adolescente, je codais un peu. Donc c'était deux, trois trucs, hein. J'adorais en fait les forums quand j'étais adolescente. Et on me confiait des fois la tâche de faire des petites modifications. Donc c'était généralement du CSS, rien de bien compliqué. Et donc non, Ouais, ça non, datait c'est quelque déjà chose de d'un petit beaucoup plus peu. profond.
Ok. Ouais, c'est ça. En fait, ça dormait en moi. J'ai toujours été quelqu'un de passionné par les nouvelles technologies. Mais c'est vrai qu'au lycée, on m'a poussé à aller vers la philosophie parce qu'il ressort de moi une fille qui aime la littérature. Donc c'était normal que je continue dans la littérature, Hmm. donc la philosophie. Et à l'arrêt de la fac, me retrouver avec des gens qui parlaient chinois et cette passion du digital qui dormait en moi, je me suis dit, bon, bah là j'ai du temps libre, je vais le faire jaillir et me lancer là-dedans. Ok, c'est top. Du coup, par rapport à ton compagnon, lui, il a fait quoi comme parcours juste rapidement, est-ce qu'il a fait, comme toi, une formation intensive, dev web ou CDA ou autre? Ou est-ce qu'il a vraiment un cursus plus académique, entre guillemets? Non, c'est le même profil que moi. Il n'a pas fait de formation faculté. C'était des formations avec Human Booster aussi, mais pas de formation intensive. Ça a été plusieurs formations coupées en fait. Une formation de 2 mois, puis ensuite une deuxième formation de 2 ou 3 mois. Je ne sais plus exactement, mais il s'est aussi formé sur Human Booster et en autodidacte. Ok. Il a dû faire, je pense, ce qu'on appelle les POC, les POEC, qui sont des parcours très courts. Il a été formé sur quoi? Peut-être du Java? Ouais, sur du Java, du DevOps. Ouais, donc Voilà. du coup c'est non certifiant hein, si je me trompe pas. Donc il n'a pas eu de diplôme à la clé. Par contre c'est des formations Je... qui sont très intensives sur 2 ou 3 mois Ouais. comme tu l'as dit et qui visent du coup à vraiment combler un manque sur un bassin. Donc ici nous on est à Clermont-Ferrand et donc c'est une demande souvent des entreprises ou du bassin qui disent bon bah voilà nous il nous faut des développeurs ou des gens experts DevOps, enfin experts qui ont des compétences DevOps ou des compétences Java dans le cas de ton compagnon et donc ils sont formés là-dessus sur un très court temps. Ouais, c'est ça en fait. Bon du coup il t'a je suppose conseillé HB, donc Oui, l'organisme de oui, c'est... formation Human Booster. Ouais. Et est-ce que dans son entourage, lui aussi, il en avait autour de lui qui avait fait d'autres formations avec Human Booster? Ou est-ce que ça a été le premier? Ouais. Non, non, dans son entourage aussi, il a des amis développeurs qui ont aussi fait des formations Human Booster. C'est là qu'il les a rencontrés et ils sont devenus amis plus tard. Donc c'est ces gens-là dont je te parlais Oui, que je rencontrais via lui en fait, et que lui et ses amis parlaient de développement web et que je comprenais rien à l'époque. Et ok. c'est ces mêmes amis-là en fait qui ont fait des formations Human Booster et c'est lui et ses amis qui m'ont conseillé de me renseigner auprès d'Human Booster parce que c'était un centre de formation très compétent et qui aidait beaucoup dans ce domaine. Ok. Du coup, par rapport un petit peu à la recherche, est-ce que tu as quand même recherché d'autres OF sur Clermont? Ou est-ce que tu as entièrement fait confiance aux avis qu'on t'avait donnés et t'es allé regarder que chez Human Booster? Non, j'avais regardé du côté de Simplon aussi, Ok. mais je m'étais juste renseignée. J'ai pas fait le processus de recrutement. J'ai pas envoyé de lettre de motivation ni de CV, mais je sais que Simplon existe, qui font aussi le domaine de l'IT, mais j'ai uniquement fait Human Booster. Et est-ce qu'il y a une raison, tu peux me répondre non s'il n'y a aucune raison de pourquoi tu n'as pas fait le processus de Simplon, hein, mais est-ce qu'il y a une raison, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, je sais pas, dans la presse du cursus, tu t'es dit non, ça va pas me correspondre, ou simplement bah, on m'a recommandé l'autre donc je vais aller vers l'autre, ce qui est légitime hein, comme réponse. Ouais, c'est parce qu'on m'a recommandé Human Booster, donc je me suis naturellement tournée vers Human Booster, et je crois qu'à ce moment-là, Simplon ne proposait pas de formation, alors que Human Booster proposait une formation quelques mois après mon arrêt de la fac. Ok. Donc ça a vraiment matché en Donc c'est termes de pour ça. timing, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Le timing a été parfait. Ok. Je pouvais pas rêver mieux. Du coup, en termes de démarche, est-ce que tu as fait les démarches via Pôle emploi ou est-ce que c'était vraiment parce que du coup tu quittais à peine le cursus entre guillemets scolaire, si on peut dire ça comme ça, académique, avec une Ouais, fac. Donc je vais pas dire que c'est pas de la reconversion pro, mais c'est plus finalement de la réorientation pro, parce que ouais. du coup t'as jamais eu d'expérience dans la littérature en tant que salarié. Non. Donc pour le coup c'est plus une réorientation et c'est un profil qu'on n'a pas forcément souvent parce que souvent en reconversion pro on va plutôt avoir des profils 30, 40, 50 ans ou 25 ans et plus et ces gens-là ils ont déjà eu un bagage sur un poste qui n'a rien à voir avec le digital. Donc toi du coup quelle démarche t'as fait parce que je pense que ça peut intéresser des gens qui seront dans ton même cas de réorientation et ça peut être cool. Ouais, alors j'ai arrêté la faculté en mai-juin de... C'était en 2018. Non, 2019.
Et du coup, à l'arrêt de la fac, je me suis inscrite sur Pôle emploi. Et la formation de Human Booster commençait en novembre. Ok. Donc de mai-juin à novembre, j'avais aucune activité en fait, j'étais au chômage. Et donc c'est là que je m'auto-formais. Et quand j'ai appris la nouvelle que Human Booster proposait une formation en novembre, j'en ai parlé à mon conseiller Pôle emploi. Sauf que mon conseiller Pôle emploi n'avait jamais entendu parler de Human Booster. Il s'est renseigné et mon conseiller s'est renseigné et personne n'a été capable de me dire ce que je devais faire pour postuler à cette formation. Donc j'ai pris moi-même les devants, on va dire. J'ai appelé la personne qui s'occupait de cette formation. Donc on a eu un échange téléphonique et elle m'a dit de lui envoyer un mail avec tout le nécessaire pour m'inscrire à la journée de test et de présentation. Ok. Donc je lui ai fait mon petit mail, elle m'a inscrite pour la journée et après je me suis présentée à la journée d'entretien et de présentation. Et du coup, Mais oui, non. après, de l'autre côté, l'OF a fait le nécessaire pour que tu sois prise en charge par Pôle emploi. Mais j'étais déjà prise en charge par Pôle emploi en fait, mais c'est que Pôle emploi n'a pas été capable de faire les démarches nécessaires pour m'inscrire avec Human Booster. C'est moi qui ai fait toutes les démarches. Ok, donc t'as fait la relation entre tout le monde, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Ok, bah, c'est bien parce que ça montre vraiment la motivation que tu avais de vouloir t'inscrire dans ce type de formation et qu'il y avait une vraie démarche derrière avec un vrai projet professionnel et une vraie envie, quoi, et pas juste une opportunité de se dire, bon, bah là, il y a une formation, si Pôle emploi m'inscrit, tant mieux, sinon, bon, bah, j'en ferai une autre, quoi. Ouais, c'est ça. En termes de formation, est-ce que déjà tu avais peur, malgré tout, de te reconvertir, de te réorienter? Parce que c'est pas un choix qui est anodin quand même. Même si on a une envie, des appétences, etc., il y a toujours un moment donné où on se dit, ouais, surtout là où tu étais dans un domaine qui n'avait rien à voir avant, de se dire, ouais, je vais aller faire une nouvelle formation, me réorienter complètement, changer de métier. Ça fait quand même peur. Ouais, ça fait super peur. J'étais pas certaine de mon choix. Je me disais, est-ce que je fais le bon choix? Parce que bon, je viens de la philosophie, donc est-ce que ce serait pas plus pertinent que je reste, disons, dans mon domaine littéraire et changer radicalement du jour au lendemain? Ça surprend souvent les gens quand je dis que je viens de la philosophie, parce que c'est vrai que c'est deux univers différents. Et ouais, j'étais complètement terrifiée avant de faire ma formation. Je sais pas si j'avais les capacités de la faire. Ce que moi je faisais de mon côté toute seule sur Open Classroom, c'était des choses, disons, faciles en fait. J'avais commencé par du HTML et du CSS, donc je vais dire que c'est à la portée de tout le monde, donc c'était plutôt facile. Et à ce moment-là, je me rendais pas compte de ce que c'était vraiment le développement web, de ce que ça impliquait en fait. Et donc ouais, j'avais super peur. Il y a un truc qui m'a fait très peur, c'est j'avais ce cliché un peu du monde du développement web qui était composé uniquement d'hommes. Je me suis dit, si je suis prise dans l'information, je serais peut-être la seule fille en fait. Et est-ce que j'ai vraiment ma place dans cet univers-là? Et on a été plusieurs filles à faire cette formation. Hmm. On était 4 en tout. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'il y avait d'autres filles intéressées par ce domaine-là et qui étaient super douées en plus. C'est Mais vrai ouais, ouais, j'avais que, peur. ouais, c'est vrai que ça change beaucoup là ces derniers temps. Et même moi, en tant que formateur, je suis ravi de voir que le métier évolue et qu'on a de plus en plus de femmes qui se mettent au digital parce que c'est vrai que c'est pas qu'un métier d'homme, comme tu le disais justement, d'avoir cette peur et c'est normal. Mais c'est cool, ça diversifie le métier et puis voilà, c'est pas réservé qu'aux hommes. Tout le monde a le droit d'être développeur ou développeuse et c'est ça qui est cool. Alors, autre question qui me vient, c'est finalement, donc tu as fait pas mal d'auto-formation. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à faire une formation comme Human Booster, donc qui est, je rappelle, un développeur web et web mobile, donc qui est sur Mm. une durée plus ou moins, ça dépend des organismes de formation, mais entre 6 mois et 1 an, stage inclus, et qui délivre surtout un titre Bac+2, équivalence Bac+2, donc titre RNCP certifié par l'État. Euh, En fait, ce qui me manquait durant l'auto-formation, c'était le contact humain. Parce que pour m'auto-former, j'étais seule face à mon ordinateur. Je m'étais pas inscrite à une formation sur Open Classroom. Je suivais les cours gratuitement en fait, parce que quand tu crées un compte sur Open Classroom, tu as accès aux cours et ensuite je crois qu'il faut payer pour obtenir la certification. Donc moi, j'ai pas été jusque-là, je faisais les cours toute seule de mon côté. Et en fait, c'est ce rapport à l'humain qui me manquait, c'est-à-dire avoir un intervenant pour m'aider tout simplement, parce que je me suis retrouvée bloquée à certains moments et c'est ça qui m'a manqué. Et je me suis dit, quitte à m'auto-former, autant le faire dans un centre de formation, d'être encadré par des gens euh,
qui ont déjà été formés et qui sont professionnels maintenant, et d'avoir des camarades de classe, en fait. Parce que je sortais de faculté et pour moi, c'était tout nouveau, en fait. Je me suis dit, je vais faire une formation parce que c'est pas la faculté, mais je vais retrouver un côté semblable, en fait. Un intervenant face à moi avec des camarades. Et c'est vraiment ça qui m'a manqué et c'est ce qui m'a poussé à postuler pour cette formation. C'est vraiment être entouré, en fait, de gens passionnés et de gens passionnants aussi. Ok, alors je vais essayer de rebondir un petit peu là-dessus. Pour moi, je pense qu'il y a peut-être plusieurs dimensions qui peuvent être intéressantes. Dans ce que tu viens de me dire, peut-être la première, ça serait le cadre dont tu avais besoin. Alors, est-ce que c'est un cadre ou un guide? Est-ce que c'est vraiment, tu avais besoin, alors je vais pas dire qu'on te prenne par la main, mais quand même qu'on te montre les démarches à faire pour avancer, etc., pour te rassurer que ce que tu faisais était ok? Ou est-ce que juste c'était un besoin d'avoir un objectif final et potentiellement quelqu'un sur qui compter pour qu'il te remette dans le droit chemin si jamais tu vas pas dans le bon sens? Ouais, bah, un peu les deux. C'est vrai que j'avais besoin de cadre. J'ai Moi, j'ai besoin de cadre. J'ai besoin qu'on me dise, bah voilà, du lundi au vendredi, tu viens de 9h à 17h pour faire du développement web. Enfin, à l'époque, j'avais besoin qu'on me prenne par la main pour travailler. Et j'avais besoin d'un objectif final aussi, ou de quelqu'un sur qui compter. Ok. Parce comme je l'ai dit, je sortais tout juste de la fac. Hmm. J'avais 20 ans à ce moment-là. Je savais à peine faire un CV. J'avais jamais fait d'entretien d'embauche. Et durant cette formation, j'ai rencontré des intervenants géniaux qui m'ont beaucoup aidé. On avait une formatrice qui nous aidait justement à tout ce qui était réalisation de CV, se préparer à un entretien d'embauche. Et ça, j'en ai eu énormément besoin. Et je la remercie beaucoup d'ailleurs, parce que c'est en partie grâce à elle que je suis ici, parce que, ouais, On en reparlera c'est- alors c'est- un petit peu après donc de cette, du contenu de la formation. ouais, Parce que ouais, en effet, c'est le module de TRE, donc technique recherche d'emploi, dont tu ouais, parles, c'est qui ça. permet, voilà, en tout cas chez Human Booster, qui permet d'avoir une personne en fait qui va vous apprendre à faire un CV, à vous vendre auprès des employeurs pour les stages, etc. Et donc on en reparlera un petit peu après. Mais c'est top. Donc ouais, tu avais vraiment besoin de ce cadre-là. Est-ce que Ouais, c'est ça. ton compagnon, est-ce qu'il t'a quand même aidé quand tu t'auto-formais, et même d'ailleurs pendant la formation? Est-ce que tu lui as posé des questions? Est-ce qu'il t'a donné des ressources? Il t'a appris des choses quand même? Euh, Au début, ouais. Enfin, avant que je fasse ma formation, oui. Parce que lui, par exemple, m'avait conseillé de commencer par du Python. Donc, j'avais commencé à travailler sur le Python avant de faire la formation chez Human Booster. En plus du HTML et du CSS, j'avais touché un peu de Python. Donc, il s'y connaît en Python. Donc, j'ai pu me faire aider de lui. Mhm. Mais quand je suis arrivée en formation, en fait, j'ai commencé à apprendre des langages que lui n'avait jamais vus. Donc, D'accord. c'est là qu'on se diversifie un peu. C'est que moi, je connais des langages que lui ne connaît pas. Et inversement, lui connaît des langages que moi, je ne connais pas. Par exemple, lui connaît le Java. Moi, je ne connais pas Java. Mm. J'ai essayé d'en faire, mais là, à ce jour, je serais incapable de faire du Java. Ok. Donc ça, on se complète plutôt bien, mais voilà, on connaît des langages complètement différents. Et ouais, pour revenir sur le cadre, je pense que quand on commence dans le monde du développement web, je pense que c'est important d'avoir un cadre, comme dans une formation, parce que ça, je m'en suis rendu compte en formation aussi, c'est que le monde du développement web est large, c'est ultra large, et on ne sait pas forcément par quel bout commencer, ni quoi utiliser comme outil. Et ça, je pense que c'est super important de commencer par bien s'armer, d'avoir les bons outils pour commencer. Alors, c'est super là ce que tu es en train de me dire. Donc, est-ce que finalement, tu aurais peut-être aimé avoir en entrée de formation ou avant la formation une ressource qui te permette de dire les bonnes pratiques ou les bases nécessaires dans l'ordre ou les ressources nécessaires à avoir pour bien appréhender ce monde-là? Ouais, ouais, je pense que j'en aurais besoin avant de faire ma formation. Ok. Est-ce que tu pourrais, je sais pas moi, détailler, pas tout, hein, mais un ou deux points qui t'auraient paru super nécessaires aujourd'hui avec le recul, que tu te dis, ah ouais, ça, il me l'aurait fallu, ça m'aurait grave facilité la vie pour la formation et même pour moins stresser ou mieux comprendre le domaine. Ça peut être du Euh, vocabulaire, ça peut être simplement comment fonctionne Internet, par exemple, ou la structure de ce que tu vas apprendre, donc du développement web, qu'on a un front, un back, comment on communique les ensembles, comment s'architecture un petit peu les technologies entre elles, ou simplement, comme tu disais, ouais, les logiciels, hein, peut-être.
Ouais, déjà les logiciels, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de logiciels. Et par exemple, rien que pour choisir son éditeur de code, ça, j'ai pas su lequel prendre la toute première fois que je me suis mise à coder. Et là, depuis la première fois où j'ai commencé à coder et aujourd'hui, j'en ai testé plusieurs, donc maintenant ça va, j'ai trouvé celui qui me correspond. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, par exemple, qu'on m'aide là-dessus, en fait, parce que tu as certains éditeurs de code qui sont adaptés pour certains langages ou pas. Mhm. Et ça, je le savais pas trop à l'époque. Ça, et puis, ouais, l'architecture des langages aussi. Parce que quand j'ai commencé, j'ai pas su par quoi commencer, en fait. J'ai fait un peu de HTML, du CSS et du Python. Mais pour le cadre de la formation, par exemple, je pense que le PHP et le Symfony auraient été plus pertinents. Avant de rentrer en formation, j'avais jamais fait de PHP, de Symfony ou de SQL. Et quand je suis rentrée en formation, le module de SQL, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à faire de SQL. Donc j'aurais bien aimé, avant la formation, qu'on me dise travaille le SQL, travaille-le à fond, parce que tu verras en formation, ça c'est demandé. Ok, C'est ça le. c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres technos comme ça que tu aurais aimé connaître ou savoir qu'il fallait travailler en amont? Euh, Non, pour le reste, ça a été, mais vraiment le SQL. Je pense que le SQL, c'est très important. J'ai l'impression qu'on a partout, en fait. On Et s'en- ouais, on- forcément, et ouais. dès qu'il y a une base de données, aujourd'hui, les sociétés, elles marchent avec des bases de données SQL. Alors, il y en a de plus en plus qui fonctionnent aujourd'hui avec du NoSQL aussi. Mais c'est vrai que tout ce qui est système Meurize, par exemple, etc., c'est quand même à connaître avec les MCD, MLD. Donc voilà, Ouais. tous ces concepts-là de diagrammes qui sont quand même assez importants pour savoir architecturer correctement une base de données et pour avoir des performances correctes. Parce que sinon, tu l'as vu en formation, si c'est le DAWA, ça fonctionne pas super bien. Et puis pour récupérer les relations, après, c'est extrêmement compliqué. C'était compliqué. C'est vrai qu'avant la formation, je m'étais plus axée sur le front et j'avais mis un peu de côté le back. Je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que j'avais trouvé moins de documentation à l'époque, même si aujourd'hui je me rends compte qu'il y a autant de documentation pour le back que le front. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais mis le back un peu de côté. Je m'étais concentrée plus pour le front parce que le front, c'est la mise en page, c'est joli, c'est cool. Donc le back, je m'étais un peu assis dessus. Et c'est vrai que du coup, en arrivant en formation, je me suis dit, mince, c'est vrai qu'il y a le bac qui existe, bon, faut que j'en fasse, faut que je fasse du SQL. J'avais jamais entendu parler du SQL avant de faire la formation. C'est vrai qu'à l'époque, avant de faire la formation, ça aurait été cool qu'on me dise, jette un œil au SQL quand même. J'ai dit un œil parce que c'est quand même pas si facile que ça. Ouais, Ok, mais c'est vrai, alors pour rebondir un petit peu, je pense qu'on est tous pareils quand on a commencé, on aime bien le front parce qu'on voit visuellement le rendu et on comprend, tandis que le back, c'est beaucoup plus abstrait, c'est des patterns, des paradigmes, et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à comprendre au début, et quand on essaye de s'y mettre dedans, si on n'a pas quelqu'un pour peut-être nous tutorer un petit peu ou nous cadrer, et nous dire non, non, mais là c'est bon ce que tu fais, tu peux continuer. Comme c'est abstrait et qu'on n'a pas de résultat tout de suite, sauf si on a un front par exemple pour monter une API, quand on crée le back-end en API, après on peut le récupérer ces données avec le front. Donc on a quand même une sorte d'affichage, mais c'est vrai que c'est pas pareil que du front-end où on va faire des interfaces super jolies, des petites animations en JavaScript, où là on sait factuellement si ça marche ou si ça marche pas. ouais, Ok, et ben c'est super intéressant là pour ce pré-formation. Je pense que j'ai fait le tour des petites infos qui sont intéressantes pour les apprenants. Après, alors comment s'est déroulée un petit peu la formation en elle-même? Est-ce qu'il y avait un ordre chronologique? Est-ce qu'il y avait des technologies qui t'ont paru plus dures que d'autres? Même si on vient un petit peu d'en citer certaines comme le SQL ou le PHP par exemple. Et est-ce qu'il y aurait pardon, des choses que tu aurais aimé voir plus dans un autre ordre ou peut-être plus approfondir? d'accord. Alors la formation que j'ai suivie s'est déroulée sur 8 mois. Donc c'est ce qu'on a appelé une formation intensive. On venait en formation du lundi au vendredi de 9h à 17h. Et le programme était découpé en CCP, il me semble. Donc on avait le CCP 1 qui correspondait à la partie front-end et le CCP 2 qui correspondait à la partie back-end. Et ensuite, on avait un emploi du temps donc découpé par module. Et chaque module faisait partie soit du CCP 1, donc le front-end, soit le CCP 2, le back-end. Et notre emploi du temps euh, s'alignait, on va dire. Par exemple, la première semaine, on avait du SQL, la deuxième semaine, du Angular,
et tous les modules s'enchaînaient en fait. Et on a commencé par faire du maquettage. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, pour la formation, elle a été construite de manière à réaliser un site web, parce qu'en début de formation, on a eu ce qu'on appelle un business case. Donc, c'était un sujet d'étude à réaliser pendant toute la formation. Et de manière logique, pour faire un site web, tu commences à faire une maquette. Ensuite, tu vas travailler disons, la forme, le front. Puis petit à petit, tu vas faire la liaison avec la base de données jusqu'à la mettre en prod à la fin. Donc la formation suivait ce schéma-là. Donc on a commencé les cours par faire du maquettage avec Adobe XD. Ensuite, on a revu les bases de HTML, CSS. On a basculé sur du Angular. Ensuite, on a vu du PHP, du Symfony, du SQL. On a fait du WordPress. On a fait un peu de Linux et on a fait de la mise en production de site. Ok, donc c'est quand Et même assez large, ouais. ouais, je pense pas en avoir oublié. Donc, tout, la formation était assez complète. Après, c'est vrai que moi, personnellement, il y avait des sujets qui m'intéressaient beaucoup, mais qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Par exemple, on avait un super bon formateur qui était professionnel dans tout ce qui est Linux, et on l'a eu qu'une seule journée. Alors que j'aurais aimé avoir au moins une semaine ou deux, parce que c'était un intervenant passionné par ce qu'il faisait, et ça se voyait. Et du coup, que ce formateur-là condense tout son savoir en une journée, bah, j'ai trouvé que c'était un peu du gâchis, parce que nous, devoir encaisser autant d'informations en une journée, ça a été un peu lourd, mais en même temps, on s'est tous accrochés pour essayer de comprendre et d'assimiler le plus de savoir. Ok, Qu'est-ce qu'on a eu aussi? On a eu des cours d'anglais aussi, ouais. parce que dans ce domaine-là, on parle beaucoup anglais. La documentation est bien fournie en anglais, donc c'est important de parler anglais dans l'IT. Et moi, mes cours d'anglais ont été un peu particuliers, je dois avouer. La première partie de l'année, disons qu'on avait une formatrice, c'était pas de l'anglais technique en fait, c'était plus de l'anglais pépère, où on regardait des films. D'accord. Donc ça m'a pas trop aidé honnêtement. Mais après ça, elle a été remplacée. Et là, on est tombé sur une formatrice super. Ok. Tu vois, c'est intéressant parce que j'allais rebondir sur l'anglais puisque j'ai eu donc comme je te le disais en off, j'ai déjà fait des podcasts avec un autre apprenant et puis avec une formatrice. Puis on parlait un petit peu des plannings et des technos qui étaient intéressantes ou en tout cas des matières qui étaient vues. Et c'est vrai que tout le monde a un petit peu un avis différent sur l'anglais. Moi, je suis pour le laisser. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il soit orienté, peut-être, comme tu viens de le dire, plus technique et un petit peu moins vocabulaire ou Ouais. anglais courant, entre guillemets. Mais je pense qu'il faut quand même une base d'anglais courant pour pouvoir discuter, par exemple, avec un support, par mail, euh, que ça soit aussi pour lire de la documentation, parce que malgré tout, il y a quand même du vocabulaire courant. Donc, est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que les cours, du coup, avec cette deuxième personne, comment ils ont été structurés? Est-ce que ça t'a permis vraiment de monter en compétence sur l'anglais? Est-ce que ça te sert aujourd'hui ou pas du tout? Euh, Honnêtement, non, ça ne m'a pas servi du tout. Ok, Désolée. On a eu la deuxième formatrice qu'on a eue était géniale. C'est-à-dire elle venait avec des cours très bien structurés, mais c'était pas des cours axés sur l'IT. C'était vraiment des cours pour nous forcer à développer nos compétences à l'oral en anglais, avoir du vocabulaire dans la langue courante. Donc, je vais prendre un exemple. En début de l'année 2020, on a eu le Covid, enfin la mhm, Covid. Donc, elle a construit ses cours pour parler de l'actualité sur la Covid, donc pour nous forcer à parler en anglais, mais sur l'actualité. Sauf que ça m'a pas servi à grand-chose parce qu'il n'y avait aucun mot de l'IT. Et c'est ça que je regrette un peu. C'est que je suis d'accord pour nous forcer à parler en anglais pour qu'on ait un langage, disons, courant, mais ce serait bien d'intégrer des mots euh, qui aient un lien avec notre domaine, en fait. ouais, je suis tout à fait d'accord et je partage ton point de vue. Est-ce que tout de même tu avais donc lié à ton cursus, tu avais peut-être déjà un bon ou un très bon niveau en anglais lié au cursus littéraire? Ben, j'avais un niveau lycéenne, en fait. Parce Ouais, que quand j'ai rejoint Human Booster,
Je sortais tout juste de la fac. À la fac, je faisais pas anglais, je faisais du russe. Ok. Bon, je parle, je parle pas Ouais. du tout russe. Ça a rien Euh, à voir avec le développement. voilà. Mais du coup, mes derniers cours d'anglais remontaient au lycée. Ok. Et pour moi, le lycée, c'est pas si loin que ça. Donc, Ouais, ouais, un bon niveau. j'avais encore ouais, voilà, j'avais mon niveau de lycéenne. Je suis pas bilingue. Il y avait des personnes qui parlaient mieux que moi anglais dans cette formation, Ouais. mais ça allait. Tu te débrouillais. Je- Ouais, voilà, je me débrouillais, disons. Je me débrouillais et ce qui me manquait, c'était vraiment les mots de l'IT. Ouais. Et pas vraiment du vocabulaire. Alors après, c'est vrai qu'on est quand même sur des cursus où bah, il y a un petit peu de tout âge, de tout horizon, hein. Comme je disais au début, on peut tomber sur des gens de 30, 40, 50 ans. Et c'est vrai que ben, pour eux, l'anglais, c'est peut-être un petit peu moins récent, voire plus du tout dans les normes. Et donc c'est vrai que c'est intéressant de peut-être les remettre à niveau. Mais peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire au niveau IT aussi. Voilà, peut-être des cours à double vitesse ou je sais pas. Voilà, c'est intéressant en tout cas d'avoir ce retour parce que c'est pas la première fois que j'en entends parler. Euh, Pablo, l'autre personne que j'ai interviewé, m'a dit un petit peu pareil que l'anglais, ben, finalement, il aurait aimé comme toi que ça soit un petit peu plus axé sur des mots techniques et puis sur de la lecture de doc par exemple, sur comment chercher sur Google en anglais, des choses comme ça. Ouais, Et c'est ouais, vrai que tu voilà. vois, ça fait écho exactement avec ce que tu es en train de me dire tout de suite. Et donc c'est intéressant d'avoir ben, deux fois le même avis. Ok. Est-ce qu'on peut revenir du coup, puisque c'est pile poil dans le domaine, sur la TRE? Ouais. Donc voilà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu quel était le contexte et l'intérêt de ce module? Qu'est-ce que vous avez fait pour expliquer un petit peu bah voilà, le but et puis ce sur quoi ça t'a permis de progresser? Alors nous, le module de TRE nous servait à tout ce qui était construction de CV en fait. Donc on apportait notre CV, l'intervenante récupérait tous nos CV, euh, elle les jugeait entre guillemets, elle donnait son avis parce qu'en fait notre formatrice était RH, donc elle s'y connaît beaucoup dans tout ce qui est recherche d'emploi, comment construire un CV, les bonnes pratiques. Pareil pour la lettre de motivation. Donc elle était vraiment axée sur le monde du travail, tout ce qui est stage, alternance aussi. Euh, donc voilà, correction de CV et correction de lettre de motivation. Et également recherche de stage, parce que durant ma formation de 8 mois, on a eu 2 mois de stage et elle était là pour nous aider à trouver un stage. Enfin, c'était à nous de trouver un stage, mais on savait qu'on pouvait compter sur elle. Elle nous donnait des contacts pour trouver le stage. Et voilà. Ok. Et alors du coup, si je rebondis un petit peu sur le stage, est-ce que ça a été facile pour toi de trouver un stage ou est-ce que ça a été difficile? En plus, c'était en pleine période de mi-fin Covid, enfin mi-fin Covid, de pandémie et de confinement général et arrêté où la France ne vivait plus. Est-ce que ça a été difficile pour toi? Comment tu l'as vécu, tu vois, par exemple? Et voilà, est-ce que tu penses que tu aurais pu faire mieux? Ça a été l'ascenseur émotionnel pour ce stage, honnêtement. Parce qu'avec Human Booster, on avait organisé un job dating. Donc on avait monopolisé tout le rez-de-chaussée d'un restaurant. Et on avait invité plusieurs entreprises, plusieurs RH de diverses entreprises de Clermont-Ferrand pour trouver ce stage. Donc en une journée, j'avais peut-être rencontré 10-15 personnes différentes. Je ne sais plus combien on était, enfin combien les RH étaient. Et à la fin de ce job dating, une entreprise avait retenu mon CV. Donc j'avais passé tout le processus de recrutement avec eux. Ça s'était super bien passé. Et le Covid est arrivé, donc on a été confinés. Et là, à ce moment-là, je crois 1 mois de mon stage, ils m'ont dit finalement on prend plus de stagiaires parce qu'on ne peut pas s'organiser. Donc mon stage a été annulé. Et là, ça a été la panique. Ouais, Je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai recontacté toutes les entreprises. Je passais toutes mes journées à chercher un stage et tout le monde me refusait. Et Human Booster m'a repêché. ok, Ils ont réussi à mettre une solution en place pour proposer un stage aux étudiants, enfin aux stagiaires qui n'avaient pas de stage, pour nous aider à obtenir notre diplôme. Donc j'ai fait mon stage chez Human Booster en téléformation, donc depuis chez moi, pendant 2 mois. Et on a dû faire un site web en Symfony ok, avec des stagiaires de Lyon,
Ouais, de Lyon. On était 5-6. Ok, donc c'était quand même un bon petit projet. Euh, Ouais. ça t'a plu cette expérience quand même? Ouais, ça m'a plu. Parce que du coup, ça m'a un peu formée sur la situation actuelle. Ouais, Parce que c'est vrai qu'avant mon stage, j'avais jamais travaillé à domicile, donc là, c'était un peu particulier. Mais je pense que ça m'a forgé sur tout ce qui est autonomie, par exemple. Parce que je pense que c'est important pour un bon développeur d'avoir un minimum d'autonomie. Donc là, je suis bien devenue autonome. super. Je vais revenir sur un point que tu précisé au début, donc c'est la mise en place de ce qu'on appelle le business case, qui est du coup un... Bah, je te laisse expliquer tout simplement ce business case. Alors, durant ma formation, le business case, c'était un projet de site web en fait. On avait un client fictif qui souhaitait avoir un site web euh, pour son garage, je crois. C'était un homme qui gérait les voitures et qui voulait un site web en fait pour gérer tous les garages de sa région et toutes les voitures mises en vente, disponibles. Et donc, on devait respecter le cahier des charges. Je crois que c'était Monsieur Lotteville, le monsieur. Il fallait respecter un cahier des charges, donc on avait les technologies qui étaient obligatoires, le thème était obligatoire, et c'était vraiment de la simulation, en fait, répondre à une demande cliente fictive, en fait, mais qui pourrait très bien arriver dans le réel. Donc c'était de la construction de sites web, et le business case servait, en fait, à travailler tout au long de la formation, en même temps qu'on travaille les modules, en fait, pour à la fin, durant la soutenance, le présenter pour obtenir le diplôme, en fait. C'était, disons, un support. Parce que pour obtenir le diplôme de la formation, il fallait passer une soutenance en présentant le travail qu'on avait fait en stage. Et pour les personnes n'ayant pas tout travaillé en stage, donc tous les modules de cours, les CCP1 et CCP2, donc le front-end et le back-end, pouvaient se rattraper sur le business case pour valider toutes les compétences et avoir le diplôme. Ok. Donc voilà. Alors, je vais juste, c'est vrai, je voulais le faire tout à l'heure, redéfinir donc ce que c'est que les CCP, puisque c'est vrai Ah qu'il y en oui. a peut-être qui connaissent pas du tout. Comme tu le disais très bien tout à l'heure, en fait, donc le titre Dev Web, Web Mobile est un titre certifiant pardon, par l'État en Bac+2. Donc en fait, on entrait les organismes de formation en un référentiel ministériel qui est donné par le ministère avec des points obligatoires à aborder et avec finalement ce qu'on pourrait appeler deux grandes thématiques que tu as appelées les CCP, qui sont les compétences, finalement les grandes compétences à connaître. Donc il faut savoir maîtriser le CCP1, donc, comme tu as dit, le front-end, donc toute la partie visuelle d'une application, et aussi le CCP2 qui est la partie back-end. Et après, à l'intérieur de ces CCP, on a des sous-CCP ou plutôt des sous-modules à atteindre. Et voilà, dedans, on retrouve le maquettage, HTML, CSS, le JavaScript côté front. Et côté back, on retrouve la base de données ou encore le PHP ou le Symfony. Sachant que les technologies ne sont pas imposées par le ministère. Et ce sont vraiment les organismes de formation qui décident selon le bassin où ils se situent et où ils vont donner cours, les technos qui vont être utilisés. Malgré tout, sur la France, je pense que c'est quand même assez souvent les mêmes technologies qui sont utilisées. Elles varient bien sûr un petit peu, mais voilà, c'est souvent du PHP qui est fait en bac. Et côté front, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est forcément un des trois frameworks connus qui est utilisé, donc Angular, React ou Vue.js. Est-ce que du coup, ce business case, ça t'a aidé peut-être et que ça a répondu aussi à des réponses que tu te posais au début, comme comment architecturer les technologies entre elles? Est-ce que tu y as vu plus clair? Est-ce que au contraire, ça t'a demandé du travail supplémentaire et tu n'y as pas vu l'intérêt, ce qui est peut-être possible? Et peut-être, est-ce que carrément au contraire, ben, c'était vraiment ultra bénéfique et aujourd'hui, c'est un side project que tu conseillerais de faire même à quelqu'un qui va pas faire une formation? Alors moi, au moment de la formation, en toute honnêteté, je dois te dire que le sujet m'avait pas emballé parce que ça parlait de voiture et moi, je n'y connais rien en voiture. Et donc, les premières vacances, par exemple, je me suis dit, bon, allez, je travaille le business case et je l'ai pas fait. Mais on a été plusieurs dans mon cas durant la formation. Donc, j'ai pas fait le business case et je me suis dit, bah tiens, je vais adapter le business case. Je vais faire ça avec les échecs parce que j'adore jouer aux échecs.
je me suis dit, bon, j'ai déjà commencé un site web qui parle des échecs avant de rentrer en formation. Je me suis dit, ben, pourquoi pas le continuer parce que maintenant, là, j'ai des cours cadrés, j'ai un site qui commence à prendre forme, bah, je vais le poursuivre avec les cours que j'ai pour l'améliorer et le rendre meilleur, en fait. Donc, j'ai mis le business case de côté et j'ai pris mon projet à moi des échecs. Et ouais, je pense que c'est nécessaire d'avoir ce genre de projet en formation parce que ce que tu vois en formation, tu peux l'appliquer en fait dans un ordre logique. Et je pense que c'est bénéfique en fait. Ok. Et du coup, est-ce que tu penses qu'en stage, maintenant, avec un petit peu le recul, est-ce que tu penses que ça t'a aidé dans ton stage et même dans ton boulot peut-être aujourd'hui à y voir plus clair? Et si jamais tu ne l'avais pas eu, alors c'est difficile hein, parce qu'avec des si on fait beaucoup de choses, mais si on se met dans la tête que tu n'avais pas eu ce projet qui architecture tout, est-ce que tu penses que tu aurais tout compris de la manière dont fonctionne finalement le développement web avec toutes les connaissances qu'on vous demande d'ingurgiter en 6 mois? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que j'aurais bien compris. Je pense que c'était vraiment nécessaire pour moi en tout cas d'avoir ce projet-là. Et d'ailleurs pour le stage, j'ai pas, disons que j'ai pas validé tous les modules pour ma soutenance avec mon stage. J'ai dû compléter par le business case, donc euh, c'était vraiment ma porte de secours en fait, parce qu'après mon stage, quand je me suis rendu compte qu'il me manquait des choses pour valider ma soutenance et que j'avais pas le temps de coder, bah, j'avais toujours mon projet de côté. Hmm. Et donc ouais, ça a été vraiment utile. Même encore aujourd'hui, ouais, ça m'aide dans le boulot en fait, à mieux voir les choses, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses abstraites, et peut-être passer par là avec ce business case, maintenant je vois mieux, je visualise mieux ce qu'il faut faire. Ok, c'est intéressant. Euh, et du coup, par rapport, alors, on peut peut-être parler un petit peu de ton job maintenant. Donc, tu as eu ton diplôme. Ouais. Et du coup, est-ce que donc le post-formation, comment ça s'est déroulé? Est-ce que ça a été facile de trouver un job? Est-ce que tu t'es dit, j'en connais moi des apprenants qui se disent, bah finalement, pourquoi pas continuer maintenant sur un diplôme Bac plus 3-4, donc le CDA? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Pourquoi tu l'as peut-être pas fait? Et du coup, après, comment est-ce que tu as trouvé ton job? Alors à la fin de la formation, moi ce que je voulais faire, c'était effectivement le CDA, donc la formation bac plus 3, bac plus 4. Donc c'est concepteur, développeur d'applications web. Mais le problème, c'est qu'avec la situation actuelle, cette formation a été repoussée plusieurs fois. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'arrive pas à la voir cette formation, tant pis, je vais chercher du travail en parallèle. Si je trouve du travail avant de faire la formation, bah, je prendrai le travail. Donc j'ai rejoint mon entreprise le 15 décembre, donc je peux citer le nom, Hmm, c'est l'agence Internet Evolution. ok, Donc là, je suis en CDD jusqu'en avril et je fais du WordPress pour un client. Je fais un site web en fait, je travaille en autonomie sur le projet. J'ai repris un projet en cours parce que d'accord. là, il y avait une personne avant moi qui est partie et mon poste en fait, c'est un poste de remplacement en fait, je la remplace pour finir le projet. Ok, avec peut-être une embauche derrière? Non. Non, c'est vraiment d'accord. C'est vraiment. Après, c'est cool parce que ça te fait une première expérience dans le digital, donc c'est top quand même. Est-ce que du coup ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Et du coup, est-ce que tu peux détailler un petit peu la mission? Parce que c'est vrai que bon, faire un site WordPress dans la globalité, on sait ce que c'est, mais est-ce que tu peux détailler un peu le style de mission que tu as à faire ou de tâches que tu as à faire? Alors moi, je suis sur du WordPress, donc ça va être de l'intégration de contenu. Je vais gérer aussi les relations entre la base de données et bah, toute la partie WordPress. En fait, je vais gérer le back-office et toute la partie front et tout ce qui va être sécurisation du site, redirection de route aussi, parce que le site existe déjà. Donc là, on refait un nouveau site et l'ancien site tend à disparaître quand le nouveau site sera en production. Donc il faut que moi, via Google, je fasse toutes les redirections de route. Donc là, je pense à ça parce que je l'ai fait cette semaine, par exemple. Ok. Mais ouais, ça va être de l'intégration de contenu et du back-office. Donc on a une base de données en PHP MyAdmin Hmm. et on fait des appels à la base pour afficher certaines données qu'on veut.
Ok. Est-ce que tu as du développement de plugins dessus? Alors, ouais, mais j'en ai pas encore fait. Je pense pas que j'en aurai à faire parce que la personne qui était là avant moi s'est occupée de faire des plugins. Ok, Et donc là, tout a été fait le déjà. site est bien avancé en fait. Ouais. Euh, enfin, je suis censée livrer le site ce mois-ci, donc là, j'ai quand même bien avancé. Et je fonctionne avec un cahier des charges. Ok, J'ai un cahier des charges, j'ai des dossiers de contenu en fait que le client alimente régulièrement. Et j'ai un chef de projet. Donc moi, en tant que développeuse web, j'ai pas de dialogue direct avec le client. Je passe par mon chef de projet et c'est mon chef de projet qui fait remonter toutes mes critiques, mes avis, mes questions au client. Ensuite, le client répond à mon chef de projet et mon chef de projet me fait des retours ensuite. ok. Et alors du coup, c'est vrai que tu parlais de contact humain tout début du podcast. Est-ce que de ne pas avoir le contact avec le client, ça te dérange ou est-ce que tu t'en fiches ou est-ce que tu aurais aimé avoir le contact avec le client? Non, ça me dérange pas. Après, pour tout ce qui est retour, par exemple, donner un avis sur une page web, euh, j'aimerais bien participer en fait, parce que le client fasse le retour au chef de projet et que le chef de projet m'écrive un mail pour me faire ses retours, je suis pas sûre de comprendre parfaitement parfois. Je me dis que ouais, ce serait peut-être mieux en fait que j'entende les retours du client. Mais après, je comprends parfaitement de pas avoir ce contact avec le client. Et bon, ça me va aussi parce que j'ai quand même du contact humain. J'ai mon chef de projet, j'ai mes Oui. patrons, j'ai mes collègues, donc ça va, j'ai du contact humain. Et je pense que c'est moins stressant en vrai quand tu es débutant de pas avoir le contact du client. Parce que mon chef de projet m'expliquait que ça arrivait parfois que certains clients se montrent un peu pressants envers les développeurs. Et donc, je suis bien contente d'être tranquille, entre guillemets, de pas être harcelée par les clients pour changer des modifications toutes les demi-heures. Et je me sens un peu protégée, en vrai, d'être derrière mon chef de projet. Ouais, dans Donc, ta bulle et au ouais, moins non. tu fais vraiment ce que tu veux et ce qu'on te demande de faire sans avoir à gérer la partie SAV un petit peu du client, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand j'y réfléchis bien, ouais, je préfère être protégée comme ça dans ma bulle et pas avoir affaire aux clients. Je pense que c'est stressant quand tu débutes en plus. Parce que du coup, je débute vraiment. J'ai pas d'expérience. Là, c'est mon tout premier travail. Et je pense qu'en tant que débutante, c'est mieux de pas avoir affaire aux clients parce que tu sais pas forcément comment tenir, comment parler, euh, comment agir tout simplement. Parce que moi, j'ai fait une formation de développeuse web. J'ai pas une formation en communication. Tout à fait. Ok. Donc, ouais, non, là, en y réfléchissant bien, vu que tu me poses la question, je pense que je préfère rester dans ma bulle quand même. Et je Ouais. préfère cette méthode. C'est un côté rassurant, peut-être pour toi ou même pour les développeurs en règle générale, de se dire je fais mon métier, ce pourquoi j'ai été formé, et j'ai pas besoin de parler au client. Peut-être en plus qu'il Ouais, va pas me comprendre avec mon langage chinois, comme tu disais au tout début du podcast. Donc ouais, c'est que c'est un ressenti que je partage, mais c'est vrai qu'on peut avoir besoin aussi parfois du retour client. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que des fois, tu peux avoir envie de te dire, bon, ben, qu'est-ce que vraiment le client il a dit, sans passer par l'étape du chef de projet, qui l'a peut-être entendu au téléphone, mais qui lui a pas compris tout ce que le client voulait vraiment, la vraie demande derrière. Et moi, ça va me faire perdre du temps finalement. Parce que je vais faire un truc que le mm, client ne voulait pas, ça va remonter au client, le client va refaire redescendre une demande, etc. etc. ouais, ouais, j'ai déjà eu des retours et je me suis déjà posé la question, mais du coup, le client a dit ça, donc est-ce que il a dit ça en pensant que je devais faire ça, ou est-ce qu'il faut plutôt que je fasse comme ça? Il y a des fois, je me dis, ouais, j'aurais préféré l'entendre de vive voix pour mieux comprendre en fait. Mais bon, ce fonctionnement me va très bien et Ouais. j'ai pas envie de le changer. Mais ouais, plus tard, quand j'aurai de l'expérience, c'est vrai que je pense préférerais avoir affaire aux clients. Ok. Du coup, après ce CDD, est-ce que tu vas essayer de chercher une nouvelle formation ou est-ce que tu vas essayer de chercher un job en lien avec ta formation initiale donc de dev web? Non, je pense que je vais continuer à chercher un travail. Parce que là, par exemple, j'ai repris contact avec mes chefs de projet de ma formation de développeur web et web mobile. Et la prochaine session pour le CDA est en mars. Sauf que moi, à ce moment-là, je travaille, vu que je finis en avril. Mhm. Donc je pense que je vais me rechercher un autre travail.
Donc mars 2021, sait-on jamais si le podcast est toujours présent en 2030 sur YouTube, que les gens sachent que voilà, la date c'était bien 2021. Super. Et alors du coup, est-ce que ton entrée dans ce premier job, est-ce que ça a été difficile quand même pour toi? Est-ce qu'il y a eu un gap entre ce que tu avais vu, d'ailleurs même dans ton stage, est-ce qu'il y avait un gap entre ce que tu avais vu en cours et enfin en formation et finalement ce qu'on te demande en entreprise, peut-être la rigueur, la capacité à travailler vite, l'autonomie que tu as cité, le fait ben, voilà, que tu es peut-être un peu moins guidé parce que maintenant tu es professionnel et plus étudiant. Donc voilà, est-ce qu'il y a des points qui te semblent intéressants d'aborder? Euh, ouais, quand tu obtiens ton premier travail, il faut directement faire la différence entre formation et travail. En formation, tu es là pour apprendre. Tu peux te tromper parce que ben, tu es là pour ça. Tu peux faire des erreurs, après on t'apprend la bonne manière et tu t'améliores. Par contre, quand tu rentres dans le monde du travail, là, tu n'es plus en formation. T'es pas là pour faire des erreurs, pour ralentir le projet. Tu es là pour produire en fait et répondre à la demande cliente. Et tout à l'heure, je disais que j'avais gagné en autonomie grâce à mon stage, notamment parce que j'étais chez moi. Mais en tant que débutante, je me rends compte que je suis pas encore 100% autonome. Je demande régulièrement de l'aide à mes collègues. J'ai un collègue qui travaille sur un autre projet, par exemple, mais qui fait aussi du WordPress. Et bah, il y a des choses que j'avais jamais vues en WordPress, que ce soit en formation ou de mon côté en autodidacte. Et donc, souvent, je lui demande de l'aide en lui demandant, bah, il y a ça que j'arrive pas à faire, tu sais comment je peux faire. Là, par exemple, pour le site que je suis en train de faire, on avait des redirections 301 à faire. Ça, j'avais jamais fait de ma vie des redirections 301. Donc, je lui ai demandé un tips pour qu'il m'aide. Et puis, il m'a filé le tuyau et j'ai pu avancer. Mais il y a plein de trucs comme ça où ouais, je suis obligée de demander de l'aide de temps en temps. Et ouais, beaucoup de rigueur aussi. Ok, ça c'est un point qui ressort aussi des gens que j'ai déjà pu interviewer, entre guillemets, et qui me font ressortir le mot rigueur, la discipline du métier de développeur. Donc c'est intéressant, tu vois, que tu me le ressortes aussi tout de suite. Est-ce que il y a d'autres qualités qui pour toi sont indissociables du métier de développeur? Ouais, je pense qu'il faut bien gérer son stress. Parce que moi, par exemple, je suis jeune, donc la fac et le lycée, c'est pas très loin pour moi. Et quand tu es au collège, au lycée, à la fac, on te conforme à un modèle, c'est que tu réussis quand tu as des bonnes notes et quand tu as des mauvaises notes, tu échoues en fait. Et dans le monde du développement web, ben, des fois, ça marche pas toujours ce que tu veux faire et il faut que tu trouves la solution. Donc, il faut bien réussir à gérer son stress par rapport à ça. Faut pas se mettre dans tous tes états quand tu échoues. Mais par contre, quand tu réussis quelque chose, moi par exemple, il y a 2 semaines, j'ai réussi à faire une fonctionnalité et j'étais heureuse comme jamais. Mais au contraire, quand je n'arrive pas à faire quelque chose, je commence à m'énerver et je commence à stresser en me disant mais c'est pas possible, où est-ce qu'elle est la solution, qu'est-ce qui marche pas? Donc je pense qu'il faut une bonne maîtrise du stress. Euh, Moi je fais de la méditation, donc ça m'aide pas mal. Mais voilà, je pense qu'il faut bien gérer son stress. J'avais une question qui me venait, et bon, elle est repartie. Est-ce que, elle reviendra peut-être, est-ce que tu as d'autres qualités qui t'arrivent comme ça pour le métier de développeur? Beaucoup de curiosité aussi. Faut rester en veille technologique assez souvent parce que les technologies évoluent. Par exemple, là, sur le projet sur lequel je suis, je ne savais pas si je devais le faire, mais j'ai fait la mise à jour de WordPress sur le projet où je suis. Ça a cassé plusieurs choses sur mon site et je ne savais pas d'où ça venait. Donc il faut tout le temps se mettre à jour en fait et faire les recherches, se tenir au courant et avoir beaucoup de curiosité sur ce que tu fais, sur ce qui se fait ailleurs aussi. Parce que ben, peut-être que les technologies que tu utilises aujourd'hui, ben, ce sera plus du tout ce qui se fera demain. Ouais, tout à fait. Important. Ok, alors j'ai retrouvé ce que je voulais te dire. C'était plutôt que, Ouais. en fait, dans le dev, comme tu disais, on a été conformé à l'échec ou à la réussite au collège, lycée. Et c'est vrai que dans le dev, il n'y a pas forcément de vrai échec parce Mm. qu'en fait, on peut toujours trouver une solution
Ouais. pour faire quelque chose. Il y a toujours une manière de faire. Et en fait, le seul échec qu'on peut se créer, c'est soi-même. C'est quand on abandonne vraiment. Et Audrey, dans le podcast qu'on a fait ensemble hier, me parlait de ça. Et justement, elle disait que ben, comme toi, alors tu vois, elle transforme, elle, la frustration que t'expliquais là, de pas trouver comment on fait pour trouver la solution. Il y en a forcément une, mais ça m'énerve. Elle le prenait plutôt comme une source de challenge et Oui. qu'elle faisait une compétition par rapport à ça. Elle disait, ah ouais, toi tu veux m'embêter avec cette petite erreur, bah tu vas voir, je vais te montrer qui c'est qui est la plus forte. Et elle disait justement, comme tu l'as très bien expliqué, que c'est vraiment puissant quand on réussit quelque chose Ouais. que d'ailleurs on pensait même pas réussir, parce que ça veut dire que voilà, on a vraiment compris, on a grandi dans le métier et que c'est super bien et que c'était un peu sa drogue à elle côté développement, de se dire ok, ben à chaque fois je fais des trucs nouveaux, je me challenge, en fait je sors de ma zone de confort parce que quand on tombe sur des erreurs ou des choses qu'on ne connaît pas, ben on est en dehors de sa zone de confort et c'est ça qui fait vraiment évoluer dans le métier. Ouais, ben je je connais pas Audrey, mais je partage son avis. C'est vrai que c'est addictif, en fait, d'avoir ces challenges, en fait. Tu es confronté à un problème, tu cherches la solution, parfois pendant quelques minutes, parfois, pendant 2 jours, et à la fin du problème, quand tu as enfin la solution, que tu as trouvé comment faire, mais tu ressens une joie immense, en fait, et tu recherches cette joie, en fait, Ouais, tout à et fait. c'est super. Moi, Euh, j'ai un exemple cette semaine, il y avait quelque chose, que je devais faire. Je pensais que c'était impossible à faire parce que c'était quelque chose sous Safari, en fait, et je me suis dit: «Mais» c'était quelque chose en front. Je me suis dit: «Mais c'est Safari, en fait, qui l'affiche comme ça, je peux pas le modifier», et en fait, j'ai cherché et au bout d'une demi-heure, j'ai réussi à faire la toute petite modification que je devais faire, et là, j'étais la plus heureuse. Je me suis J'ai réussi à faire ça, quoi. Je pensais que c'était impossible, je l'ai fait, et c'était techniquement possible, et j'ai ressenti une grande fierté, et ça, c'est ouais, c'est addictif comme elle dit. Ouais, non, c'est vrai. Donc bon, après là, c'est lié plutôt à tout ce qui est hormones, notamment bah, la dopamine, hein, qui est l'hormone alors pas vraiment du bonheur, mais elle en fait partie et qu'on retrouve aussi par exemple dans les réseaux sociaux ou d'autres choses comme ça, hein, qui est vraiment une hormone qui se dégage quand on fait quelque chose qui nous intéresse, quand on réussit un objectif ou autre. Et est-ce que tu penses que c'est, alors je vais pas dire un critère ni une qualité, mais peut-être un point commun chez tous les développeurs d'avoir cette envie de chercher une solution à un problème. Est-ce que une des qualités, alors je vais pas appeler ça une qualité, mais est-ce qu'un des points communs de n'importe quel développeur, c'est qu'au fond on aime solutionner des problèmes? Ouais, je pense. Je pense que c'est ouais. Ouais, je pense que c'est primordial parce que, heu, on passe notre temps à faire ça, j'ai envie de dire résoudre des problèmes, parce que chaque développeur souhaite que tout se passe bien, en fait, coder sans accroc. Mais, enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, à chaque fois que je code, je suis confrontée à des problèmes, que ce soit le tout petit problème en CSS qui se décale à gauche alors que je veux que ce soit à droite, au plus gros problème parce que, je sais pas, la base de données marche pas et tu sais pas pourquoi, par exemple. Ouais, je pense qu'un développeur, doit aimer ça parce que ça génère de la frustration parfois, et faut pas abandonner. Donc ouais, je pense qu'il faut avoir cette appétence pour les challenges. Moi, je sais que j'adore ça, je suis par exemple, je joue aux échecs depuis que je suis petite, et j'adore le challenge, en fait. Trouver des solutions pour, maîtriser mon environnement et gagner, en fait. Je vois un peu le développement web comme une partie d'échecs, j'avance mes pions sur mon clavier pour créer un site web, et c'est cool. C'est très joli C'est comme comparaison. C'est super joli. Et c'est vrai ouais, que je rejoins totalement ton avis par rapport à ça. Donc, que ça soit un jeu d'échecs ou tout autre jeu, c'est vrai qu'on essaye finalement de construire quelque chose qui va nous permettre de remporter le challenge. Et tous les jours, en fait, on fait des nouvelles choses. Et je vais rebondir quand même là-dessus. Est-ce que, du coup, pour continuer un petit peu sur les qualités ou les points communs, ou je sais pas dans quelle case on peut le mettre, mais est-ce que tu penses que... Déjà, est-ce que maintenant avec le recul, est-ce que tu penses que développer, c'est finalement connaître par cœur tout ce qu'on vous a appris en formation, ou est-ce que ça se résume plutôt alors je vais pas résumer hein, le métier comme ça, mais à savoir aussi assez bien chercher sur Internet des problématiques. Il faut les comprendre, comment les résoudre, mais est-ce que le métier, c'est pas plutôt ouais. 90% du temps aller chercher des choses sur Internet pour comprendre comment le résoudre,
parce qu'on n'a pas la science infuse et qu'on n'est pas des encyclopédies vivantes, ou au contraire, tu n'es pas du tout d'accord avec moi? Ah, si, si, je suis d'accord. Ben, quand j'ai rejoint ma formation, on me l'a clairement dit que la formation ne me servait pas à apprendre des choses, à tout enregistrer dans ma tête, mais c'était plus une formation qui m'aiderait à chercher sur Internet, en fait, pour apprendre, justement, parce que Internet est une ressource illimitée, j'ai envie de dire. Et ouais, faut apprendre à bien chercher sur Internet. Et même dans le monde du travail, tu cherches beaucoup de choses sur Internet, même quand tu es un bon développeur, je pense. Mhm. Et, Parce et- que ce que tu veux faire, ça a forcément déjà été fait ailleurs. Donc, ouais, il faut juste savoir chercher. Tout à fait. Et du coup, ça reprend un petit peu le point que tu disais tout à l'heure, qui est de continuer à faire beaucoup de veille et d'être assez discipliné Ouais, là-dessus. Et parce qu'en continuant de se former, de se tenir au courant, ben voilà, on continue de monter en compétences ou de conserver les compétences qu'on a. Et je ouais, pense que c'est ça ça. rejoint assez bien ce point-là, pardon. Super. Et ben écoute, est-ce que tu as... alors si, j'aimerais bien terminer le podcast là-dessus. Est-ce que si tu devais te donner deux ou trois conseils au toi d'il y a un an avant de commencer la formation, euh, quels conseils tu te donnerais? Euh, En premier conseil, je pense que je dirais ne stresse pas. Franchement, ça va bien se passer. Laisse faire, ça va bien se passer. En deuxième conseil, Si t'as pas d'autres conseils, y a pas de souci, hein. non, non, c'était vraiment pour le stress. Ah, si. C'est pas grave si tu redoubles. Enfin, si tu redoubles. C'est pas grave si tu passes au rattrapage pour le titre professionnel de ta formation. C'est pas catastrophique. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on en a peut-être pas parlé. Tu as validé Non. qu'un un seul des deux CCP. Ouais, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que pendant ma formation, j'étais très à l'aise sur le front-end et j'avais un peu de mal sur le back. Donc, pour ma soutenance face au jury, j'avais surtout travaillé le back pour rattraper ça. Et j'avais un peu délaissé le front. Mais j'avais quand même du front à présenter pour la soutenance. Et ce qui s'est passé durant la soutenance, c'est que pour le jury, j'avais pas assez de front. Donc, ils m'ont pas donné mon titre professionnel et j'ai dû passer au rattrapage. Et donc là, quand je les ai rencontrés une première fois et qu'ils m'ont pas donné mon titre professionnel, euh, j'étais anéantie. Euh, tout le monde autour de moi n'a pas compris la décision du jury. Même mes chefs de projet n'ont pas compris. Euh, Encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal à l'accepter. Mais je suis passée au rattrapage et là, je l'ai eu cette fois-ci. Et donc, en conseil, c'est si jamais tu foires ton titre professionnel du premier coup, c'est pas grave. Voilà. Ok, travaille et tu l'auras au rattrapage. C'est Ouais. c'est ok. Et ben écoute, franchement, merci pour cette interview, ce petit échange. C'était encore une fois ultra instructif et enrichissant d'avoir ton expérience et ton parcours. Euh, je sais pas, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Est-ce que tu veux dire quelque chose de plus? Bon courage à tous les futurs alternants ou stagiaires qui rejoindront ce monde formidable qu'est le développement web. Super. Voilà. Merci de Merci. nous avoir écoutés. Super. Et ben merci Ophélie, je te souhaite une belle journée. Merci à toi Thomas, bonne journée. Merci, ciao.